C'est une nouvelle décision qui risque d'avoir de lourdes conséquences en Ukraine, mais avec un impact mondial. Donald Trump a suspendu, au moins temporairement, l'aide militaire fournie à l'Ukraine, et cet arrêt, il concerne aussi le partage de renseignements. Alors pourquoi est-ce que le président des États-Unis a pris une telle décision? Quelles pourraient être les conséquences sur le terrain? Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à analyser sur la stratégie de Donald Trump. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai publié hier sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format une interview exclusive de Lady Gaga. C'est 20 minutes d'interview, ce qui est très rare pour des interviews de son côté. On parle de plein de sujets différents, c'était vraiment passionnant de l'écouter. Alors pour découvrir cette interview que je suis ravi de vous partager, ça se passe sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description ou autrement directement en podcast. Le nom du podcast, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Vous retrouvez dessus les interviews et les actus du jour. Alors quelques jours après les échanges très violents entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, et alors que le président américain s'est rapproché de la Russie ces dernières semaines, il a finalement ordonné dans la nuit de lundi à mardi dernier l'arrêt de l'aide militaire fournie à l'Ukraine. Alors selon les différents responsables américains, cet arrêt pour l'instant temporaire, il se poursuivra jusqu'à ce que l'Ukraine, je cite, démontre un engagement de bonne foi en faveur de la paix. Par ailleurs, le lendemain, donc mercredi dernier, une autre annonce a été faite. Les États-Unis ont suspendu temporairement le partage d'informations stratégiques et militaires avec l'Ukraine. Alors on va voir dans un instant les conséquences de cette décision sur le terrain. Mais avant ça, quelle est la stratégie réelle de Donald Trump? En fait, le président américain utilise la suspension de l'aide militaire et du renseignement comme un levier pour forcer l'Ukraine à négocier avec la Russie selon les conditions américaines. Concrètement, Donald Trump souhaite que l'Ukraine signe un accord sur les minerais ukrainiens. C'est ce que Volodymyr Zelensky a déjà dit être prêt à faire. C'est donc un accord d'exploitation par les États-Unis de terres rares et de minerais que l'on retrouve en Ukraine et qui pourraient avoir de la valeur, même s'il y a des chiffres parfois contradictoires sur ça aujourd'hui. Il y a donc la question de cet accord sur les minerais ukrainiens, mais ce n'est pas tout puisque le président américain voudrait aussi pousser Zelensky à faire des concessions territoriales à la Russie, donc lui laisser des territoires ukrainiens occupés illégalement actuellement par la Russie. Enfin, dernier élément sur lequel Trump souhaite faire bouger l'Ukraine, il souhaite que Zelensky quitte tout simplement le pouvoir. Alors lui ne l'a pas dit aussi directement, mais plusieurs échos de l'administration américaine l'ont montré ces derniers jours. Et évidemment, l'altercation entre Zelensky et Trump il y a quelques jours montre que potentiellement, il y a une envie que Zelensky quitte le pouvoir ukrainien. Bon, sur la question des concessions territoriales, on pourrait en parler pendant longtemps. Volodymyr Zelensky a déclaré le mois dernier aux médias britanniques The Guardian être prêt à échanger un territoire contre un autre, faisant référence à la région russe de Koursk qui est contrôlée en partie par l'armée ukrainienne aujourd'hui, même si aujourd'hui, vous le savez, le rapport de force est tel que c'est bien la Russie qui a envahi massivement l'Ukraine et qui a annexé certains territoires. Bon, sur la question de la démission de Zelensky, en fait, il faut savoir plus largement, eh bien, Donald Trump accuse Zelensky de se maintenir au pouvoir. Il l'a même qualifié de dictateur, sauf que pour le contexte, pour que ce soit bien clair et factuel là-dessus, cette situation, la situation actuelle, elle est légale au regard de la loi ukrainienne et de la loi martiale, et ce pour une raison évidente, dans le contexte actuel, organiser de nouvelles élections n'est pas forcément évident, et ce notamment car des territoires ukrainiens où il faudrait donc voter sont actuellement occupés par l'armée russe. Alors ça ne veut pas dire qu'au sein de la population ukrainienne, certains ne réclament pas des élections, c'est le cas d'une partie de la population, mais il faut donc être factuel sur la situation. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que Volodymyr Zelensky a déjà dit être prêt à démissionner en échange de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée, en tout cas aujourd'hui encore, par les États-Unis. Sauf qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce serait une ligne rouge a priori côté russe, et donc tout cela aujourd'hui paraît assez peu probable. En tout cas, avec cet arrêt de l'aide militaire et de renseignement accordé par les États-Unis à l'Ukraine, certains estiment qu'il y a une forme de chantage dans la situation actuelle pour pousser Zelensky, non pas à la table des négociations, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, à accepter un modèle d'arrêt des combats calqué sur ce que souhaitent les États-Unis, voire au moins en partie sur ce que souhaite Vladimir Poutine. Alors maintenant, rapidement, quelles sont les conséquences de ce gel au moins temporaire de l'aide militaire américaine et de renseignement? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'entre février 2022 et fin 2024, les États-Unis ont accordé près de 114 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, selon le Kiel Institute. Évidemment, la récente suppression de cette aide, elle menace directement des capacités de défense ukrainiennes et notamment sa protection anti-aérienne. Surtout que, eh bien, ça met en péril des équipements clés, par exemple les systèmes anti-aériens Patriot. Ils sont indispensables aujourd'hui pour intercepter des
missiles balistiques russes. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que depuis l'annonce de la suspension de l'aide des Américains à l'Ukraine, la Russie a intensifié ses attaques, ce qui a mené à la mort de centaines d'Ukrainiens, selon un officier ukrainien interrogé sous couvert d'anonymat par le média américain Time. Au-delà de l'impact direct d'un point de vue matériel, il y a aussi l'impact sur le moral des soldats, avec des Ukrainiens qui se sentent délaissés, alors que les récentes annonces de Donald Trump peuvent aussi être un signe positif du côté des soldats russes. Alors si certains estiment que l'impact se fait déjà sentir dès maintenant, il pourrait se ressentir encore plus fortement dans les prochains mois si la guerre se poursuit. Mais je le disais, la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, elle ne se limite pas uniquement à la livraison d'armes. Il y a aussi la question d'un soutien crucial en matière de renseignement. En fait, jusqu'à maintenant, les États-Unis fournissaient en temps réel des données sur les mouvements russes, permettant à l'armée ukrainienne de localiser leurs cibles et d'anticiper les frappes ennemies, et donc de réduire les pertes militaires et civiles. Et pour certains, donc, la suspension du partage de renseignements avec l'Ukraine, c'est presque plus préoccupant que la question de l'équipement militaire. Alors maintenant, rapidement, face à tout cela, quelle est la place de l'Europe? Concernant le matériel militaire, certains experts estiment qu'elle pourrait remplacer l'aide américaine, mais uniquement si elle fait des investissements absolument massifs et absolument colossaux. La semaine dernière, on peut noter que l'Union européenne a validé un plan massif de 800 milliards d'euros pour sa défense et aussi pour aider l'Ukraine. Il faudra donc voir à quoi ressemble la répartition de ces fonds dans les prochains jours. Et pour en savoir plus sur ce plan-là, c'était le sujet à la une d'une de nos actus du jour la semaine dernière. Bon, mais ça, c'est sur le plan militaire, parce que sur le plan du renseignement, la situation pourrait être beaucoup plus critique, d'autant plus que, selon le Daily Mail et le Financial Times, Donald Trump a interdit aux alliés des États-Unis de partager des renseignements américains avec l'Ukraine. Ça concerne notamment le Royaume-Uni, qui fait partie de la coalition Five Eyes, qui est en fait une alliance entre 5 services de renseignement, dont fait partie donc le Royaume-Uni et aussi les États-Unis. Côté français, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré ce jeudi que le renseignement français était, je cite, indépendant selon lui, et qu'il mettrait ses ressources à la disposition des Ukrainiens. Dans tous les cas, on l'a dit en parallèle, les discussions pour la paix, ou en tout cas pour un arrêt au moins temporaire des combats, se poursuivent. Et c'est là que la situation, elle est assez particulière. On peut noter que les Européens se réarment massivement par crainte d'une attaque russe dans les prochaines années. La Russie, de son côté aussi, se réarme massivement. Et du côté ukrainien, on veut se réarmer par crainte de se retrouver en fait en position de faiblesse au moment d'avancer de discussions pour la paix. C'est donc une question de rapport de force qui se joue aujourd'hui, sachant qu'il y a aussi un autre sujet. Si les discussions sur la paix prennent du temps à avancer, eh bien ça pourrait être finalement assez positif dans la situation actuelle pour Vladimir Poutine, qui pourrait être capable, en cas d'arrêt de l'aide américaine, de progresser sur le territoire ukrainien et de poursuivre donc son invasion de l'Ukraine. En tout cas, en matière de discussion, Zelensky s'est rendu aujourd'hui en Arabie Saoudite pour bien continuer les discussions. Il y a une rencontre entre les délégations ukrainiennes et américaines qui sera organisée ce mardi. On suivra évidemment tout ça dans les prochains jours. Je rappelle que pour suivre l'actualité au quotidien, ça se passe directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 4 millions là-bas, donc merci vraiment pour votre confiance. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au moins 1311 personnes ont été tuées en Syrie depuis ce jeudi, dont plus de 900 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En fait, depuis plusieurs jours, des affrontements ont lieu dans la région de Latakia, à l'ouest du pays, entre les fidèles de Bachar al-Assad, l'ex-président syrien qui a été renversé en décembre, et les forces de sécurité du nouveau régime syrien. Malgré le couvre-feu instauré et l'arrivée de renforts pour les forces de sécurité, les affrontements ont gagné de l'ampleur jusqu'à s'étendre aux civils alaouites, qui sont des membres de la minorité religieuse dont était issu Bachar al-Assad. Au moins 830 civils alaouites et 481 membres des forces de sécurité ont été tués. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a parlé d'informations extrêmement inquiétantes qui feraient état de familles entières tuées. Selon plusieurs médias, et notamment Vatican News, qui cite des sources présentes sur place, des chrétiens auraient aussi été tués, qui représentent là encore une minorité en Syrie. Alors de son côté, le président par intérim syrien Ahmed al-Shara a annoncé ce dimanche la formation d'une commission d'enquête indépendante sur cette flambée de violence sans précédent. Le ministère français des Affaires étrangères a quant à lui appelé les autorités syriennes à s'assurer que des enquêtes indépendantes puissent faire toute la lumière sur ces crimes et que leurs perpétrateurs soient condamnés. Deuxième actu, Israël a annoncé cesser de fournir de l'électricité dans la bande de Gaza selon le ministère israélien de l'énergie. Cette décision, elle intervient une semaine après la suspension par Israël de l'entrée d'aide humanitaire à Gaza pour faire pression sur le Hamas qui refuse
lui, de prolonger la première phase de la trêve. Pour justifier cette mesure, le ministre de l'Énergie a notamment déclaré qu'ils allaient utiliser, je cite, tous les outils à leur disposition pour ramener tous les otages et assurer que le Hamas ne soit plus à Gaza. Après cette annonce, le Hamas a dénoncé une politique de chantage d'Israël. Il faut savoir que l'unique ligne électrique qui relie Gaza à Israël alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire palestinien qui dessert plus de 600 000 personnes. Il y a donc un risque d'ordre sanitaire et surtout de propagation de maladies infectieuses face au manque d'eau potable. À noter que pour le reste de l'électricité à Gaza, le Hamas utilise principalement des générateurs et des panneaux solaires. En parallèle, une délégation israélienne s'est rendue à Doha, la capitale du Qatar, pour des négociations sur la poursuite du cessez-le-feu. On suivra ça. Troisième actu, le Canada a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mark Carney, qui succède donc à Justin Trudeau, le Premier ministre démissionnaire qui était à la tête du pays depuis 2015. Après avoir été élu ce dimanche à la tête du Parti libéral du Canada, le parti qui dirige le pays et dont est également issu Justin Trudeau, Mark Carney a obtenu 85,9% des votes du parti. Il sera le premier à devenir Premier ministre du Canada sans avoir été député et sans avoir eu d'expérience au sein du gouvernement. Alors pour vous le présenter rapidement, Mark Carney a 59 ans et il a notamment été banquier d'affaires puis gouverneur de la Banque du Canada. Plus récemment, il était envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Son élection s'est faite dans un contexte particulièrement tendu entre le Canada et les États-Unis. Mark Carney a d'ailleurs déclaré, je cite, que les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre terre, notre pays, lors de son discours de victoire. Ça fait notamment suite à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les produits canadiens, mais aussi potentiellement de faire du Canada le 51e État américain. En tout cas, Mark Carney deviendra officiellement Premier ministre dans les jours qui viennent et prendra ses fonctions après la passation de pouvoir. Quatrième actu, un pétrolier et un cargo sont entrés en collision ce lundi en mer du Nord, au large des côtes du Royaume-Uni. Selon la BBC, un feu s'est déclenché sur le pétrolier et des pompiers ont été dépêchés sur place. Le cargo impliqué dans l'accident est le Solong, qui appartient à l'entreprise allemande Reederei Köping, et le pétrolier est le Stena Immaculate de la société suédoise Stena Bulk. Selon le site Marine Traffic, le pétrolier stationnait près de Hull, une ville portuaire d'Angleterre, après un voyage depuis la Grèce. Alors à l'heure où on tourne ces actus, 32 personnes ont été blessées, elles ont toutes été ramenées sur la terre ferme et transportées à l'hôpital. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Cinquième actu en France, les agressions sexuelles dans les transports en commun enregistrées par les forces de l'ordre ont augmenté de 86% en près de 10 ans. C'est ce que conclut une étude de l'Observatoire des violences faites aux femmes publiée ce lundi. Les principales cibles sont des femmes qui représentent 91% des victimes. Dans le détail, 3374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées en 2024, soit une hausse de 6% par rapport à 2023. Dans près d'un quart des cas, il s'agit de viols, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. Seulement 7% des victimes portent plainte selon l'étude. En Ile-de-France, 7 femmes sur 10 ont déjà été victimes de violences sexuelles dans les transports en commun au cours de leur vie. Elles sont plus de 80% à déclarer se placer dos aux portes et aux murs lorsqu'elles voyagent debout pour éviter les agressions et 60% adaptent leur tenue vestimentaire. À noter que 36% des victimes sont mineures selon l'enquête. Et on finit avec cette actu, Gisèle Pelicot a été choisie comme étant la femme la plus influente de 2025 par le prestigieux journal britannique The Independent ce samedi. Gisèle Pelicot est devenue une figure emblématique de la lutte contre les violences sexuelles en brisant l'anonymat suite au viol et à la soumission chimique qu'elle a subie de la part de son mari et d'au moins 50 autres hommes pendant une dizaine d'années. Le procédé des viols de Mazan, qui a conduit à la condamnation de tous les coupables, a été couvert par les médias du monde entier. Selon The Independent, Gisèle Pelicot est notamment devenue l'incarnation de la dignité, du courage et de la force. Dans une lettre transmise aux médias par son avocat, elle a déclaré être honorée de cette distinction et vouloir dédier cette reconnaissance à toutes les victimes et plus particulièrement à celles qui se battent seules pour faire reconnaître leurs droits et la vérité par les tribunaux. À noter que la princesse Kate Middleton est deuxième du classement. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour découvrir l'interview de Lady Gaga, je vous mets le lien directement en description. C'est aussi dispo en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, etc. Vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.